bonjour et bienvenue à Back to Pod. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et comme promis, voilà notre deuxième épisode cette semaine, car c'est une occasion spéciale. Et oui, l'occasion, c'est la semaine du Podcaston 2025. Le Podcaston, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée que des podcasts comme le nôtre, on partage notre réseau, on partage notre microphone avec un interview pour une association qui nous inspire. L'année dernière, on a loupé la coche au niveau de timing. Notre cher copain Charlie, il était en Afrique et il nous a fait un super épisode, numéro 128. Je vous encourage d'aller écouter. C'est sur une association et un code de rugby à Burkina Faso. Et en fait, fin de l'année dernière, j'ai pu rencontrer un des fondateurs de Podcaston, il s'appelle Yves Danat, lors d'un enregistrement d'un podcast au Paris Podcast Festival. Donc, je me suis dit, là, c'est une signe, il faut vraiment pas que je loupe cette année. Donc, l'idée, en fait, c'est quelque chose que j'adore et c'est vraiment dans les valeurs de notre sport, de rugby, c'est d'offrir du soutien. Si vous nous suivez depuis un certain temps, peut-être vous vous souvenez de notre mini-série en 2023 où on a fait toute une série sur le rugby solidaire en général, notamment avec des associations de Serge Betsen, Raphaël Poulain et Mathieu Blin. Mathieu Blin, d'ailleurs, quand j'ai cherché une association pour le podcaston, c'est lui qui m'avait mis en contact avec notre invité d'aujourd'hui. Donc là, nous allons parler avec Guillemette Petit, qui est directrice générale de Play International. Play International, c'est une association qui combine le sport et l'éducation pour les enfants un peu partout dans le monde. Nous allons écouter cet entretien tout de suite. Si vous avez envie de les aider ou découvrir plus, il y a des liens dans les show notes pour aller un peu plus loin. Il y a aussi un lien pour podcaston.org. Si vous avez envie de découvrir d'autres podcasts sur des thèmes différents, mais toujours avec le même fond quelque part. Merci encore à vous tous pendant cette nation pour tous vos likes, pour tous vos partages. Ça fait vraiment chaud au cœur. J'espère que vous allez aimer cet épisode. Moi, je sais qu'en tant que rugbyman, en tant que podcasteur et en tant que formateur professionnel, j'ai beaucoup apprécié mon échange avec Guillemette. Restez jusqu'à la fin parce que j'ai une petite histoire perso à vous partager aussi. Allez, on y va tout de suite à notre entretien avec Guillemette Petit de Play International. Alors, nous sommes très contents d'avoir avec nous Guillemette Petit, directrice générale de Play International. Guillemette, merci beaucoup d'être là. Merci Thierry pour l'invitation. Je suis très content que tu sois là. En fait, c'est Mathieu Blin qui est un de tes ambassadeurs. En fait, il a parlé bien de vous parce que j'ai cherché une association pour ce podcaston et j'ai demandé à Mathieu, tiens, est-ce que tu as une bonne idée? Et il m'a parlé tout de suite de toi. Donc, Play International. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux mettre un petit mot sur Mathieu et qu'est-ce qu'il fait en tant qu'ambassadeur en fait? Alors effectivement, merci Mathieu à distance, puisque je suis sûre que tu écouteras ce podcast auquel tu as participé, je crois. Mathieu est effectivement ce qu'on appelle un ambassadeur sportif de Play International, c'est-à-dire qu'en tant qu'ancien sportif de haut niveau, il s'implique sur le terrain auprès des équipes de Play qui sont réparties un peu à travers le monde. Et Mathieu, par exemple, est allé il y a plus d'une dizaine d'années, en 2011, à Haïti. Il a passé une dizaine de jours avec les équipes de Play qui sont intervenues après le séisme. Tu dois connaître un peu toute l'actualité de ce pays. Et donc Mathieu est intervenu avec d'autres ambassadeurs sportifs pour nous accompagner, pour animer des sessions de sport, pour essayer de gérer les traumatismes psychologiques des enfants qui avaient subi cette catastrophe naturelle. C'est toujours un choc quand on vit ça. Pourrais te faire le parallèle dans le reste du podcast avec Mayotte, puisqu'on a une équipe là qui est à Mayotte depuis quelques semaines. Et donc Mathieu est allé sur le terrain, il a apporté ce qu'il savait du rugby, associé à notre méthodologie, dont je te parlerai sans doute plus tard, pendant 2 semaines pour redonner du plaisir aux enfants, faire en sorte, comme on le dit chez Play, que les enfants restent des enfants malgré ce qu'ils venaient de vivre. Et depuis, continuer à accompagner l'association en se mobilisant lors de nos différents événements, que ce soit notre gala qui nous permet de lever les fonds, que ce soit des événements sportifs solidaires qu'on organise tous les ans, que ce soit pour des conférences, que ce soit pour utiliser ses réseaux, pour utiliser ses amis, comme c'est le cas avec toi, par exemple, pour mettre en valeur l'association. Et surtout par ses mots et par son engagement, parce que c'est quelqu'un qui croit énormément à ce que le sport peut faire quand on l'utilise au maximum de son potentiel, et c'est ce dont on croit chez Play. Voilà, et donc il ne lâche rien, il est toujours aussi engagé malgré ses différents engagements professionnels. Et donc je te remercie encore à distance, Mathieu, d'avoir pensé à nous.
Oui, et Mathieu, oui, merci Mathieu pour le lien. Et en fait, c'est pas le seul ambassadeur parce que et le rugby, en fait, ça fait un partie des sports que vous utilisez, on va dire, dans Play International. Est-ce que tu peux me mettre un mot sur votre envergure, en fait, comment ça fonctionne chez vous, en fait? C'est quoi le but de Play International? Alors, Play, on a été créé il y a 25 ans. On a fêté, on a eu toute une année de célébration l'année dernière et on s'appelait Sport sans frontières. Donc, je te raconte un petit peu l'histoire parce que c'est important et ça me permet de parler d'Arnaud Moureau, notre président, qui a été un des cofondateurs de l'association. Arnaud, c'est un ancien lutteur professionnel qui, au gré de ses voyages dans les différents pays où la lutte est très populaire, voyait un décalage entre sa vie de sportif professionnel et les enfants des rues qu'il voyait. Et notamment, il parle toujours de cette anecdote en Roumanie, où il voyait les enfants qui mettaient de la mie de pain dans les pots d'échappement et qui ensuite mangeaient cette mie de pain. Et ça permettait à ces enfants d'être un peu intoxiqués positivement, Oh. l'effet un peu hallucinogène. Il s'est dit, c'est pas possible, qu'est-ce que je peux faire pour avoir un impact sur ces enfants des rues? Qu'est-ce que je sais faire? Mon outil, c'est le sport. Et donc, il a mis cet outil dès 1999 au service des enfants les plus vulnérables. Donc, on est intervenu au Kosovo. À l'époque, c'était l'ex-Yougoslavie, donc juste après la guerre en 99, et on a commencé à apporter du matériel sportif, accompagner et promouvoir la pratique du sport, et surtout utiliser le sport, on le dit chez nous, comme un levier d'éducation, de développement et d'inclusion. C'est-à-dire qu'on est persuadé qu'en travaillant sur des méthodes, en apportant des concepts pédagogiques, en développant des programmes, on peut travailler à l'éducation des enfants les plus vulnérables, on peut faire la promotion du sport, on peut rendre cet outil accessible à des gens qui aujourd'hui, même en France, hein, ont des difficultés à y avoir accès. Les personnes, par exemple, en situation de handicap font partie de celles qui font le moins de sport possible. Les femmes, les jeunes filles, dans plein de pays dans lesquels on intervient, c'est très compliqué pour une jeune fille de faire du sport. Et donc, ça fait 25 ans qu'on est passé d'une ONG plutôt d'urgence. Je te parlais d'Haïti tout à l'heure. On est intervenu en Afghanistan, on est intervenu au Pakistan, on est intervenu en Palestine, on est intervenu en Bolivie, dans plus d'une trentaine de pays. On intervenait plutôt après une catastrophe naturelle ou une guerre pour essayer d'accompagner les enfants dans leur reconstruction psychologique. Il y a beaucoup de choses, j'entends là-dedans. En fait, il y a un côté international qui était là depuis le début. Ouais. En fait, il y a un côté pédagogique qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai vu en regardant votre site ce terme plaidologie. J'aimerais bien que tu m'expliques un peu ça parce que moi, je suis formateur en fait depuis 25 ans Génial. et pédagogie, bah, c'est l'art. J'aime bien dire d'enseigner, d'éduquer parce que quand même l'art, je dirais, c'est presque artisan dans un sens parce qu'on est toujours face à quelqu'un et chaque formation quelque part c'est différent par rapport à c'est fait à faire la main, on va dire faire la cerveau aussi, mais j'aimerais bien que tu me mis un mot sur cette idée de plaidologie. Qu'est-ce que c'est exactement parce que oui, donc j'entends que le sport c'est un moyen, mais en fait derrière, vous êtes vraiment en train il y a de l'organisation, il y a de l'architecture derrière. Exactement. Alors, la méthode, le nom qu'on a mis il y a une dizaine d'années sur nos différentes méthodologies, on a mis un nom un peu marketing qui s'appelle la pédagogie. Donc, c'est un jeu de mots entre play international, entre le mot play qui veut dire jeu, et c'est très important, et entre pédagogie. On construit des programmes et on construit des séances sportives qui ont toute une visée éducative. C'est-à-dire que dans chaque jeu, parce qu'on insiste beaucoup entre le sport et le jeu, la base de ce qu'on fait, c'est d'abord donner du plaisir aux enfants à être ensemble et à pratiquer une activité physique ensemble. Alors parfois, on utilise un sport, comme le rugby, comme le football, comme le basket, le handball, l'ultimate, voilà. Mais on est aussi beaucoup basé sur des jeux comme ce que tu apprends quand tu passes ton BAFA ou ce que tu fais quand tu es en colonie de vacances, des grands jeux, tous ces jeux-là, qui ont plein de concepts pédagogiques. Et quand on les transpose dans une situation de vie, on se rend compte, par exemple, un poule renard vipère, tu peux faire plein de choses. Je ne sais pas si tu connais ce jeu, qui est un jeu qui est beaucoup utilisé dans les colonies de vacances ou dans les centres de loisirs en France, par exemple. Mais pas aux Tu peux États-Unis, faire plein de malheureusement. jeux. Alors, c'est trois. Bon, voilà, c'est le concept de chacun doit manger l'autre dans la chaîne alimentaire. Donc, il y a une logique aussi de je dois attraper, je dois chasser, etc. Voilà, quand tu joues au chat et à la souris, ce genre de choses, quand tu le transposes à des situations de vie, quand tu ajoutes des règles ou des moments auprès des enfants, tu leur fais vivre des émotions qui sont soit positives, soit négatives. Et en fait, tout le concept de notre méthodologie et de la pédagogie, c'est de provoquer des émotions, de la frustration, du plaisir, des interrogations chez les enfants, que tu transposes après à des situations de vie et ça les fait réfléchir sur des thèmes qui sont extrêmement larges. Et dans toute notre méthodologie, on a toujours un moment aussi d'échange et de débat avec les enfants
pour justement mettre des mots sur les émotions qu'ils viennent de vivre et que du coup, on ancre l'apprentissage. Tu travailles sur des choses où ils doivent s'attraper, où ils sont frustrés. S'ils sont touchés, ils doivent arrêter de bouger. S'ils sont, par exemple, touchés, ils doivent faire 3 tours sur eux-mêmes et du coup, ils vont dire, bah, du coup, j'avais la tête qui tourne, c'était pas très agréable. Et donc ça, tu peux le transporter. Tu peux, par exemple, parler d'un système d'agression et faire comprendre aux enfants qu'est-ce que ça veut dire d'être agressé. Du coup, comment je peux me sortir d'une agression. Je te prends un exemple, hein, le jeu du chat et de la souris, je l'utilise assez souvent, même si ça peut être assez réducteur sur notre pédagogie. Bah, quand tu transposes ça, un chat, c'est un prédateur pour une souris. Et donc, on a des multiples variantes du jeu du chat et la souris pour parler de harcèlement, pour parler d'agression, pour parler de système de support. Comment on fait pour que toutes les souris viennent t'aider quand il y a un chat qui veut t'agresser. Alors, je caricature beaucoup, hein, parce que nos concepts pédagogiques, ils sont développés par des gens qu'on appelle nos coordinateurs pédagogiques chez nous, qui sont soit issus de la formation STAPS, je ne sais pas si tu connais, c'est la formation à la faculté des éducateurs sportifs, soit ils sont issus de l'éducation populaire, soit ils ont travaillé longtemps auprès des enfants dans des centres de loisirs, dans des centres d'éducateurs spécialisés. Donc, je t'ai pris un exemple extrêmement simple pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Mais en fait, c'est assez sophistiqué et ça se base vraiment sur des concepts pédagogiques et sur la littératie sportive. Et donc, c'est ce qu'on fait. Ça veut dire que partout dans le monde, puisqu'aujourd'hui, on a des bureaux dans 8 pays dans le monde, beaucoup en Afrique, mais aussi toujours au Kosovo. Ça fait 25 ans qu'on est au Kosovo. On est présent aux Comores, on est présent à Mayotte, sur l'île de la Réunion, et puis on est présent en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, on est présent en Afrique de l'Est, où on est au Burundi, on est au Rwanda, on est en République démocratique du Congo et on est au Libéria. Euh, côté Afrique de l'Ouest. Et on arrive à transposer ces concepts pédagogiques par rapport aux problématiques des pays. Donc, dans certains pays, comme en France, on a des sujets autour du vivre ensemble. On a des sujets autour de bien bouger, bien manger pour essayer de combattre ce fléau qu'est l'obésité, voilà, et l'absence d'activité physique. On a des sujets autour de l'égalité filles-garçons. On a des sujets autour du handicap, comment on permet le sport, d'amener le sport aux enfants en situation de handicap. Et puis dans des autres pays, on va parler de ce qu'on appelle de violence basée sur le genre ou de santé sexuelle reproductive, par exemple, au Rwanda. Et on y arrive avec des jeux. C'est intéressant aussi parce que l'idée de plaidologie, il y a le mot play que ça plaît en fait à la personne. Et moi, en tant que formateur, en fait, il faut un côté fun. J'étais un peu dans l'éducation éducative en fait pendant 2 ans et en fait, il n'y avait pas la case. Il fallait cocher plein de cases. Pourquoi tu fais cet exercice? C'est quoi des besoins pédagogiques derrière? Mais en fait, il n'y avait jamais le côté fun. Je m'amuse, c'est plaisant à faire. Et je pense qu'il y a un petit jeu de mots là-dedans qui est sympa Exactement. aussi, c'est que ça plaît aux gens. Et vraiment, il y a un autre côté que dans ce que tu as dit, dans les différents aspects de ma vie, la communication est extrêmement importante. Juste de parler, de mettre des mots sur des choses, c'est extrêmement puissant et ça permet de la réflexion, ça permet d'identifier quelque chose. On puisse aller beaucoup plus loin. J'ai fait un autre podcast sur le poids, en fait, poids et le bien-être, parce qu'en tant qu'ancien pilier qui avait un peu grossi en mangeant des McDo aux États-Unis, etc., en fait, j'ai décidé de faire un podcast là-dessus depuis plusieurs années maintenant. Et c'est vrai que le plus qu'on parle, le plus qu'on identifie, le plus qu'on met des mots sur les choses, en fait, le mieux ça va. Et on arrive à progresser sans se rendre pas trop compte, en fait. On se rend pas compte, mais en fait, on progresse beaucoup. Et il y a des choses qui descendent et d'un coup, on dit, ah bah oui, bien sûr. Mais c'est que c'est complètement normal. C'est un vrai sujet. Alors, sur ce que tu dis, nous, la notion de plaisir, de fun, comme tu dis, c'est extrêmement important. Je te disais, on joue sur les émotions des enfants. Et là, quand on commence le débat ou quand on commence le moment où on met des mots, justement, sur ce que les enfants viennent de vivre, nos séances, ça dure à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà. La première question qu'on pose généralement, c'est est-ce que ça vous a plu? Ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Qu'est-ce qui vous a le moins plu? Et en fait, juste en exprimant cette émotion positive, moi, j'ai adoré ce moment, c'était super, etc. Et quand tu creuses le pourquoi, tu transposes à la situation de vie. Quand tu creuses le pourquoi ça lui a pas plu à cet enfant, ce moment-là, eh ben, tu le remets dans une situation de difficulté ou d'inconfort qu'il pourrait vivre dans la vie. Et c'est là où tu travailles avec lui sur ces notions-là. Et c'est pas facile, en fait. Et c'est pour ça que dans nos formations, nous, on forme beaucoup de professeurs des écoles. Dans les pays dans lesquels on intervient, on est agrégé du ministère de l'Éducation nationale. En France, c'est exactement pareil.
Alors, les professeurs des écoles, ils savent parler aux enfants, ils savent échanger avec les enfants, mais on forme aussi beaucoup de coachs sportifs qui sont dans des clubs, on forme beaucoup d'animateurs, on forme beaucoup d'éducateurs spécialisés. Euh, c'est pas forcément leur métier en fait. Alors j'espère que je vais pas avoir un tombereau de Messi, Messi, Messi pour les, les éducateurs et les animateurs qui écoutent ton podcast. Mais savoir parler avec les enfants, prendre et surtout prendre ce temps. Souvent, tu vois, tu viens, toi, tu as dû le connaître dans tes entraînements. Bah, tu viens à l'entraînement, tu échanges, tu parles de technique et l'entraînement est fini. Tu dis tous au vestiaire, bravo, merci, à la semaine prochaine ou à demain. Mais prendre le temps de comprendre ce qu'on vient de vivre ensemble, c'est extrêmement important. Et donc, dans nos formations aussi, on accompagne les éducateurs et les animateurs à animer ce temps avec les enfants et à leur parler. Pardon, il y a un truc qui me... Qui t'interpelle. Oui, il y a un truc qui m'interpelle, en fait, c'est l'idée que dans un sens, le fun, le plaisir, ça le porte ouverte vers l'émotion. Et en fait, c'est avec l'émotion, c'est les choses vont ancrer et le changement va arriver par là, en fait. Aussi, la compréhension et l'émotion, c'est ça qui nous permet d'aller vers un mieux, un état de mieux. Ouais, non, je trouve ça chouette. Donc, quand j'ai regardé le site, quand j'ai regardé tout ce que vous étiez en train de faire, j'ai trouvé ça, ça c'est vraiment votre lien commun à vous tous, ce côté de pédagogie et en fait, aider des autres. En fait, vous êtes un groupe de formateurs dans un sens. Exactement. Alors moi, je dis souvent que Plaine n'existe pas sans ses partenaires. Et il y a un petit préfixe en français, mais qui s'appelle co et qu'on utilise partout. On fait de la co-création, par exemple. On fait de la co-adaptation. On fait du co-développement, nos programmes, parce que comme tu l'as dit, on est à la base, on est des formateurs. C'est-à-dire qu'on conçoit des programmes, on co-conçoit des programmes avec tous nos partenaires en fonction des besoins qu'ils voient dans leur pays, des besoins qu'ils voient avec les enfants qu'ils ont tous les jours dans leur académie sportive, dans leur club, dans leur centre de loisirs, dans leur centre d'accueil, par exemple. Et ensuite, on les forme à nos méthodes et à nos techniques, on les forme à cette posture et on les accompagne dans la durée pour mettre en œuvre le programme ou pour mettre en œuvre nos séances. Mais nous, on n'est pas en direct, on va dire, avec les enfants. On y est souvent puisqu'on vient tester, on vient les accompagner, on vient co-animer les premières séances. Mais tu vois, c'est eux Nous, on apporte ce qu'on sait faire, c'est un peu cette didactique sportive, c'est cette méthodologie. C'est après toutes nos 25 années d'expérience. Mais ensuite, c'est eux qui viennent nous dire, c'est ça le terrain, c'est ça ce dont tu as besoin, c'est ça qu'on vit. Et c'est sur ce sujet qu'on voudrait faire progresser, réfléchir les enfants qu'on a au quotidien avec nous. Et donc après d'adapter à la réalité sur leur terrain. Ouais, superbe, superbe. J'ai noté sur le site que en fait vous essayez de créer la naissance de la 18e objectif de développement durable. C'est intéressant parce que depuis un an en fait je me suis mis en tant que formateur bénévole dans tout ce qui est climat fresque, atelier d'automne pour le côté climat parce que ça m'intéresse moi personnellement et je me dis si je peux aider le monde dans un sens, je vais pas devenir scientifique demain. Mais par contre, je suis un formateur, j'estime pas mal. Donc, tiens, je vais essayer d'aider à ce côté-là. Mais est-ce que tu peux nous mettre un petit mot là-dessus ? Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 17 objectifs de développement durable qui ont été définis et qui sont à atteindre pour 2030 par l'ONU. Dedans, il n'y a pas le sport. Mais ce 18e ODD qu'on a essayé de mettre en avant lors de toute l'année dernière, donc 2024, qui était l'année des Jeux olympiques et paralympiques à Paris, et l'année de notre 25e anniversaire, c'est à double tranchant, on va dire, parce qu'en fait, le sport doit être partout dans les 17 autres ODD, puisque nous, ce dont on croit, c'est que c'est un outil, c'est un moyen, c'est un levier. Et donc, on peut atteindre tous ces ODD autour de la préservation de l'environnement, autour de l'éducation, autour de la santé, autour de l'égalité et de la place des filles-garçons et de la place des femmes par le sport. Donc, quelque part, on ne devrait pas avoir un 18e ODD qui valorise la promotion et la pratique et l'accès au sport, puisque le sport doit être partout. Néanmoins, on sait très bien que quand on ne met pas des mots, qu'on rend pas visible, on peut devenir invisible. Et donc, on a un peu voulu, de manière provocatrice, ou pour faire du plaidoyer, mettre en avant ce 18e ODD en disant en soi, l'accès à la pratique sportive doit être un objectif de développement durable et doit être au même titre que l'égalité filles-garçons ou la place des femmes dans le monde. Alors, tout le monde ne partage pas ça, hein, évidemment, mais c'est une manière de continuer à valoriser le sport et au moins continuer à valoriser l'activité physique pour toutes et pour tous, qui pour nous fait aussi partie des objectifs de Play.
Et en plus, récemment, bon, il y a une espèce de Dodan qui vient d'arriver où le contexte du sport en ce moment en France, c'est pas le plus facile parce je pense que le gouvernement a dit, ben, on va dépenser, c'est quoi, 100 millions de moins d'euros de moins, c'est incroyable en fait. Mais je sais pas sur comment tu as senti les choses, mais on voit qu'il y a beaucoup de surprises et en général, quel effet que ça va avoir sur nous tous et sur Play International en général. Alors oui, nous, en ce moment, c'est la période où on va dire qu'on encaisse, puisqu'il y a effectivement, comme tu le disais, alors le budget n'est pas voté, mais les nouvelles ne sont pas bonnes, les perspectives sont pas bonnes pour le budget du sport, mais on a aussi beaucoup le budget de l'aide publique au développement, et notamment les financements liés à l'Agence française de développement pour toutes nos activités à l'international dont le budget risque d'être beaucoup plus coupé que pour le sport, donc on attend. Je ne sais pas quoi te dire en fait sur ce sujet. Je comprends qu'il faut faire des efforts partout, mais après des Jeux olympiques et paralympiques comme ceux qu'on a, que Paris, alors je ne vais pas dire on, hein, puisque c'est surtout les équipes de Paris 2024 qui les ont organisés, c'est incompréhensible. Et surtout, ce qui est incompréhensible, c'est que les études montrent, et il n'y a aucun débat, mais aucun débat, les bienfaits sur la santé et le coût économique évité par rapport à tout ça, c'est incroyable. Euh, alors, je provoque aussi quand je te dis que c'est incompréhensible, parce qu'on sait derrière que dans la mise en œuvre, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui fonctionne, il y a quelque chose qui est simple, il y a quelque chose qui est partagé par tous, qui ne peut que aller dans le sens du bien-être de notre vivre ensemble, de notre société, de notre santé. C'est pas pour rien qu'on fait des prescriptions médicales maintenant. À la place de prescrire des médicaments, on prescrit des séances de sport, par exemple, ou d'activité physique. On a vraiment l'impression que c'est sûr, ça fonctionne, mais on n'y va pas. Voilà. Et c'est fou Ouais. de voir l'impact que ça peut avoir et l'impact aussi sur le social, l'impact sociétal. Alors évidemment, c'est difficile de montrer que le sport permet de mieux vivre ensemble, que le sport permet d'apaiser en tout cas quand il est bien utilisé, dans la durée, dans des bonnes conditions, permet d'apaiser des tensions. C'est pas facile à montrer, c'est pas facile à prouver. On est des choses qui sont pas très concrètes et tangibles. Donc on est beaucoup challengés là-dessus. Alors nous au quotidien, et c'est bien, il faut qu'on arrive à montrer qu'il y a tout ça. Mais rien que sur la santé, enfin, il n'y a pas photo. C'est tellement évident que c'est extrêmement difficile à comprendre qu'on n'y investisse pas plus. Donc c'est très 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 décevant. Ouais, chaque minute de sport, ça nous fait gagner des minutes après, en fait, dans notre vie, c'est certain, il y a pas de question. Et toi, dans ta carrière et dans ta poste, en fait, de directrice, en fait, il y a une question de très simple qui est qu'est-ce que tu fais, mais en fait, parce qu'il y a un côté, bah tiens, j'ai toute cette équipe que je mène, c'est partout dans le monde. Je suis curieux par rapport à toi et en fait, en même temps, bah, je dois battre à échelle plus haute aussi en face du gouvernement, pas dire non, non, mais il faut protéger le sport, il faut protéger les enfants, il faut protéger tout ça. Qu'est-ce que c'est ton travail en fait? C'est passionnant. c'est, alors, on est 70, tu vois, dans le monde, par rapport pour parler un peu humblement de ce qu'on fait et de l'impact qu'on peut avoir, hein. Donc, on reste une petite structure, mais on fait des choses que pas encore assez de structures ne font, à la fois dans notre approche pédagogique du sport et puis dans le plaidoyer qu'on peut faire et le périmètre géographique qu'on peut avoir. Bah, écoute, moi, mon quotidien, c'est surtout d'accompagner les équipes parce que nous, ça nous tient à cœur. On a des équipes qui sont dans tous les pays dans lesquels je t'ai parlé tout à l'heure et là où on est. Et ces équipes-là, elles accompagnent et elles forment et elles accompagnent au quotidien des clubs sportifs, des éducateurs, voilà, elles travaillent avec les gouvernements et les ministères locaux et les fédérations sportives locales. Euh, Mon objectif, c'est effectivement de faire du plaidoyer, c'est de montrer et d'accompagner les équipes pour montrer que ce qu'on fait, ça marche. C'est trouver des partenaires, beaucoup, qui veulent s'embarquer avec nous, à la fois des partenaires comme des fédérations, des clubs, des partenaires de mise en œuvre, et puis des partenaires financiers. Donc l'un des premiers objectifs d'une direction générale, c'est de sécuriser l'équilibre économique, on va dire. Voilà, c'est un peu barbare et ça nous sort loin de notre thématique de fond, mais c'est ça, hein. C'est d'avoir les bonnes équipes qui ont les moyens de mettre en œuvre tout ça, c'est de faire savoir, faire du plaidoyer. Donc voilà, mon quotidien, il est un peu là-dessus, et c'est surtout d'être au fait aussi des enjeux autour de ce qu'on appelle le sport et développement, de les valoriser, de bien les comprendre, de bien faire en sorte que les équipes, elles comprennent vraiment ce qui est important sur le terrain pour les enfants. Voilà, moi, j'aime bien dire que on fait pas la même chose au Burundi, au Sénégal ou au Rwanda parce que les enfants avec qui on travaille n'ont pas besoin du même accompagnement.
On fait définitivement pas la même chose en France qu'au Kosovo ou au Burundi, par exemple. Mais on utilise la même méthode. Voilà, et ça fonctionne. Donc mon quotidien, voilà, c'est ça, c'est de faire vivre une équipe. C'est important aussi que cette notion de plaisir qu'on a dans nos jeux, elle se ressente aussi au quotidien dans les équipes. C'est pas toujours évident, hein. On reste une structure. Il y a quelque chose qui arrive souvent dans le monde des ONG, c'est on est tellement engagé par la cause que parfois on s'engage à 230 ou 250%, faut se protéger. et on y laisse beaucoup de choses, voilà. Et je leur rappelle que ce n'est que du travail et que leur engagement est déjà énorme et que le fait qu'ils aient fait ce choix-là est déjà beaucoup. Tu te doutes qu'on ne gagne pas ce que gagnent certains autres dans d'autres secteurs. Et donc, la contrepartie, elle doit aussi être dans le sens qu'on apporte à notre quotidien et dans le plaisir qu'on prend au quotidien. Et ça, c'est aussi mon job en tant que directrice, de faire en sorte qu'ils soient contents, les équipes, de venir travailler le matin, d'accompagner, parce que je sais qu'ils donneront le maximum de ce qu'ils ont s'ils sont épanouis et que notre impact, il sera démultiplié. Bah, Donc, ce volet accompagnement et management d'équipe, comme un entraîneur, en fait, toi qui as fait du rugby. Donc, moi, j'ai fait du tennis, plutôt sport individuel. J'en fais toujours. Ouais, je me demandais, c'était quoi ton sport? Et voilà, il faut motiver son équipe, il faut leur donner envie de donner le maximum sur le terrain et tout en y prenant énormément de plaisir. Donc, ça fait vraiment plaisir de partager ce moment ensemble. Merci encore à Mathieu Blin qui nous a mis en contact. Merci à toi et tout ce que tu fais pour Play International. Et bien sûr, toutes tes équipes partout dans le monde. C'est vraiment chouette. Pour des gens qui sont curieux, j'ai mis tous les liens pour Play International dans les show notes. Donc, ils peuvent vous découvrir sur tous les réseaux sociaux, bien sûr. Et est-ce qu'il y a un petit dernier mot pour nous? Merci de nous donner ce que les Américains, puisque les Américains disent les plateformes, voilà. Merci de nous mettre en avant. Merci de mettre en avant ces initiatives. Tu me disais aussi que tu as pu échanger avec Serge Betsen sur la Serge Betsen Academy qu'on accompagne au Cameroun, qui fait un travail extraordinaire. Donc, j'invite aussi tous les gens qui nous ont écoutés de ne pas que aller sur le site de Play, mais d'aller regarder ce que l'Académie de Serge fait depuis 2009, je crois. C'est incroyable. Et là, le pouvoir du rugby. Donc, merci de nous avoir donné ce petit temps d'échange. Et puis, les gens qui découvrent un peu, qui sont plutôt des sportifs dans l'arme de compétition et qui t'écoutent, qui découvrent ce qu'on appelle le sport et développement ou l'éducation par le sport, je vous invite à vous renseigner. Là, tu as mis en avant Play grâce à Mathieu. Il y a plein de structures incroyables qui font des choses géniales au quotidien. Nous, on est 70 encore, c'est une petite échelle, mais il y a des associations avec des encore plus petites échelles qui méritent tout autant ou 10 fois plus que nous d'être mis en valeur. Donc, je vous invite vraiment à les regarder, à les découvrir et à vous demander un peu plus ce que c'est que l'éducation et le développement par le sport. Et je suis sûre que chaque personne qui va les regarder, ça va être une personne de plus, de convaincu et d'ambassadeur de la cause. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci Thierry. Donc voilà, merci beaucoup à Guillemette et à tous ces bénévoles et tous ces employés à Play International pour le travail qu'ils font. Allez les soutenir sur LinkedIn ou Instagram ou sur leur site web pour apprendre un peu plus. Il y a aussi des liens dans les show notes. Et allez bien sûr découvrir les autres podcasts de Podcaston aussi. C'est podcaston.org. Nous allons le refaire l'année prochaine, c'est certain. Et pour finir, j'ai voulu vous raconter une petite histoire personnelle sur le même temps de Entraide. J'ai eu le plaisir à plusieurs reprises en fait de recevoir Recycling Rugby et Lionel qui passaient pour expliquer un peu leur concept. En fait, ils fabriquent des super sacs en cuir avec des morceaux de ballons de rugby utilisés et recyclés. Et leurs bénéfices vont à des différentes associations, notamment le Serge Betsen Academy, que vous avez aussi entendu ici à Impact Pod. Et cette année, ils ont décidé de donner 1 000 € à une association qui s'appelle Les Petits Courageux. Donc, Les Petits Courageux, c'est très important pour moi parce que c'est en fait une association de la maladie génétique dont mon fiston est là. C'est une maladie de crânio-sténose syndromique. Et voilà, donc j'ai apprécié énormément cette geste de la part de Recycling Rugby. Donc, je remercie en particulier Sébastien et aussi Lionel de tout leur temps et toute leur aide. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a bien plu. On espère de revenir bientôt pour parler un peu de Six Nations féminines aussi. Et pour tous nos écouteurs, je vous souhaite du bon rugby et du bon moment passé ensemble. Allez, à très bientôt. Bye bye.